Madame la ministre, chère Elisabeth, merci d'être avec nous, avec un emploi du temps très chargé aujourd'hui qui vous emmène du Conseil des ministres au Sénat en passant par l'Assemblée nationale. C'est un parcours complet, je trouve, pour un ministre, et avec une halte donc à notre colloque adaptation. Merci à Frédéric Dufnel de nous permettre de faire ce colloque à l'Assemblée nationale sur un sujet qui lui tient à cœur. Et donc, alors je me disais, Elisabeth, qu'il y a quelques années, la pudeur nous empêchera de dire combien, c'était hier, nous étions toutes deux à gérer la tempête de l'an 2000. Hein, et dans des fonctions de cabinet ministériel, et que maintenant nous sommes 20 ans après. Je ne sais pas si on peut se... Ça y est, je l'ai dit. Bah oui, mais la tempête de l'an 2000, à partir du moment où j'ai dit ça, tout le monde fait le calcul, il n'y a pas de doute. Donc voilà, je me suis trahie. Et donc, finalement, je me demandais si cette tempête avait inauguré ce que nous allons très certainement subir au XXIe siècle. Et nous en sommes là, en fait. Et c'est pourquoi le comité 21 a choisi comme un de ses thèmes privilégiés de décliner l'adaptation en martelant que ce n'est pas du tout parce que nous trouvons que c'est fichu, parce que l'atténuation n'est plus possible, elle n'est peut-être pas possible au niveau que nous expérions, mais elle est encore possible. Et les efforts aujourd'hui, la conscience des politiques, les efforts des politiques, la conscience accrue de la population fait que on espère que toujours... alors moi, j'avoue à titre personnel que je ne crois pas tellement au 1,5, mais je crois au 2, ça c'est certain. Et donc, merci d'ouvrir ces travaux du colloque. Alors, on a choisi de discuter un peu entre nous à cause justement de cette comment dirais-je, proximité précoce sur les conséquences de l'adaptation. Et je voudrais d'abord commencer par vous demander en fait la place de l'adaptation dans les politiques publiques. Quand vous êtes arrivé, on s'est rencontrés, on a échangé sur ce thème. Vous avez porté au Conseil de défense écologique la thématique, justement, et j'aimerais que vous nous disiez un peu votre sentiment sur cette thématique et l'action des pouvoirs publics là-dessus, parce que manifestement, après le PNAC 2, après le rapport Roux-Dantec, on sent qu'il y a un passage à l'acte, je trouve, évident. On voit à la fois que ce dérèglement climatique, il a quand même des conséquences lourdes, pénalisantes pour la continuité économique et sociale de notre vie collective. Et puis je pense aussi qu'il peut créer en fait un sentiment d'angoisse qu'on retrouve chez beaucoup de nos jeunes, mais de se dire mais dans quel monde va-t-on vivre demain? Donc je pense que face à ça, évidemment, moi j'ai pas envie de considérer qu'on va se rallier aux collapsologues en prédisant une planète invivable, mais je pense que ça nous oblige à agir avec beaucoup de force pour atténuer ce dérèglement climatique. Et c'est le sens, moi, de la stratégie globale que je porte et qu'on retrouve, par exemple, dans notre stratégie nationale bas carbone, dont la consultation vient de s'arrêter, mais en même temps, sans doute, à accélérer sur ces enjeux d'adaptation, parce qu'il y a une part inéluctable. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a tous les instruments administratifs, que le choc s'est fait aussi dans l'administration pour répondre à tous ces enjeux? Enfin, moi, j'ai le sentiment que on a jusqu'à présent largement considéré ces sujets d'adaptation comme des sujets pour dans 15 ans. Et qu'aujourd'hui, on voit que c'est maintenant. Donc très clairement, on a à accélérer la transformation de nos politiques publiques. On a certainement à raisonner moins en silo. Ça vaut au sein de mon ministère, quand on parle des enjeux de submersion, ils sont gérés par la DGPR. Quand on parle des enjeux de recul du trait de côte, ils sont gérés par la DGALN. Quand on parle de mesurer les enjeux climatiques, ils sont gérés par la DGEC. Donc je ne vais pas vous abreuver de sigles.
tout ça pour dire que je pense qu'il y a vraiment besoin, au sein du ministère de la Transition écologique, de plus de transversalité. Et puis, on a besoin que ce soit vraiment une politique portée par tous. Agriculture, évidemment, intérieur, santé, travail. C'est l'ensemble des ministères qui doivent se mobiliser sur cette thématique. De façon générale, sur la transition écologique, moi j'ai eu l'occasion de le dire, on ne va pas avoir chacun qui continue business as usual et puis le ministre de l'écologie, quel qu'il soit, qui viendrait rajouter un supplément d'âme écologique. C'est vraiment aujourd'hui indispensable que la transition écologique en général soit au cœur de toutes nos politiques, et cet enjeu d'adaptation doit être aussi pris en compte dans chacune de nos politiques. Vraiment, merci beaucoup, Madame la Ministre. Sachez que également les parlementaires sont très engagés sur les questions d'adaptation au changement climatique. Nous sommes nombreux vraiment à travailler sur ces sujets en co-construction avec le gouvernement. Et donc, toutes les propositions, moi, qui me semblent importantes, c'est de travailler aussi avec la société civile pour co-construire. Et donc, la prise de, la considération de ces sujets est très forte aussi par les parlementaires. Ce qu'on voulait souligner dans cette note, d'abord, en introduction, c'est de ne pas oublier que les changements climatiques sont une problématique de société. C'est une problématique sociétale. C'est-à-dire qu'au-delà de la modification physico-chimique de l'atmosphère, nous sommes quand même dans une situation issue d'une évolution sociétale, de choix de société. Et nous sommes aussi dans une phase d'expérimentation face à une situation totalement inédite en termes d'ampleur, en termes Donc, forcément, il est normal que nous soyons un petit peu démunis et que nous soyons aussi en phase de test. L'adaptation ne peut pas, absolument pas, se réduire à l'idée de protection. L'adaptation, c'est davantage, pour nous, une notion de réorganisation. Donc, l'adaptation, déjà, c'est un concept. Donc, ça peut être déjà un cadre d'analyse dans lequel on peut fonctionner, notamment à travers une approche systémique, voire même écosystémique, dans lequel on introduit l'humain à la place, inscrit dans les écosystèmes. Et donc, ce cadre d'analyse implique forcément une responsabilisation à l'échelle locale et de fonctionner en mode décloisonné. C'est-à-dire maintenant, les enjeux, il faut les voir de manière transversale, etc. Il faut casser un petit peu cette idée de travailler en silo. On travaille avec des enjeux qui sont complexes, qui sont interreliés. Il y a des rétroactions. Et donc, c'est une nouvelle manière de raisonner, je pense, qui est essentielle pour commencer à démarrer des démarches à l'échelle locale. Il ne peut pas y avoir d'adaptation sans innovation. Et donc, nous pensons très fortement que les innovations doivent s'accentuer autour de l'aspect social. Ces efforts d'adaptation, donc, ils vont se poser sur des territoires qui ont affaire à un ensemble d'autres menaces et d'autres risques et d'autres paramètres, avec des arbitrages qui sont permanents. Et chaque individu, chaque collectivité va effectuer ces arbitrages par rapport à des enjeux qui sont personnels. Et donc pour moi, les premiers freins à l'adaptation, ils sont doubles en fait. La première question, vous l'avez dit, c'est la question de l'appropriation de ces sujets. Liée à l'appropriation, c'est la question de l'acceptabilité. Parce que l'adaptation suppose un effort. Je vous ai dit, l'adaptation, c'est un transfert de coûts, finalement. L'adaptation ne s'oppose pas à l'atténuation, elles sont liées. Mais l'adaptation, à un moment, c'est un coût. Un coût social, un coût écologique, un coût environnemental. Et vous avez vu récemment, avec le mouvement des Gilets jaunes, ce sentiment d'injustice qu'on retrouverait à l'échelle internationale, avec les revendications des Suds. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment, collectivement, on va négocier l'acceptabilité des coûts et qui va payer. Et le GIEC a toujours dit qu'on n'arriverait jamais à répondre aux enjeux du climat si on n'articulait pas à la fois les politiques d'adaptation et d'atténuation. Donc c'est bien la politique, dans le fond, qui a voulu opposer l'un et l'autre, qui explique aussi le retard que nous avons eu en termes d'adaptation. Nous étions gestionnaires d'ouvrages d'eau et d'assainissement à la Nouvelle-Orléans au moment où Katrina est arrivée en 2005, avec les effets que vous savez, les 1800 morts qui en ont déduit. Et donc, après l'affaire Katrina, la catastrophe, nous avons été un des partenaires sollicités par la ville de la Nouvelle-Orléans pour réfléchir à comment ces phénomènes-là pourraient ne plus se produire dans le futur. On a fait notre travail, donc, qui était à la fois de consolider
les questions des ouvrages d'eau et d'assainissement et de réfléchir à la façon dont on pourrait très vite, en cas de catastrophe, rétablir la situation, avec bien évidemment les plans de continuité de service auxquels on peut participer dans de nombreuses collectivités. Mais derrière, ce que l'on a bien vu, c'est que c'était un grand débat beaucoup plus collectif et beaucoup plus multipartenarial que ce qu'une entreprise vous peut apporter comme solution. C'est-à-dire, en clair, de Katrina, on a retiré une leçon, c'est qu'il n'y a pas une offre d'entreprise sur la question de l'adaptation au changement climatique. Il y a un nouveau regard que l'entreprise doit porter sur ce que doit être un territoire dans lequel elle intervient. Et ça me semble extrêmement fondamental. Oui, effectivement. Alors la notion de systémique est déclinable à bien des égards, surtout dans un contexte de résilience, mais de façon opérationnelle, au sein de Résilience, et finalement à partir du moment où on se pose des questions de résilience climatique, où on se pose des questions d'adaptation au changement climatique, nous on a tendance à l'interpréter finalement dans une relation assez double, assez dual entre l'infrastructure que l'on va regarder, que l'on va ausculter, que l'on va diagnostiquer et pour laquelle on va proposer des solutions, et finalement le territoire. Oui, pour finir effectivement sur un élément qui va chercher peut-être à favoriser l'action, je pense que la science, la technique, la technologie ne manque pas, pour l'essentiel ou à la marge pour diagnostiquer, pour comprendre les phénomènes. Il y a énormément d'outils, de méthodologies qui nous permettent de comprendre plein de choses en termes d'impact sur les infrastructures. Donc en fait, finalement, la connaissance, on l'a, ou en tout cas, on est vraiment capable de la mobiliser aussi via des expertises. Je pense que maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment aller sur la prise de décision. Je pense que le problème est essentiellement là-dessus. Comment se répartir forcément la part d'incertitude qui est bien là, la prise de risque aussi peut-être sur certaines solutions. Évidemment, il y a des problématiques réglementaires, des problématiques juridiques, des problématiques assurantielles qu'il ne faut pas nier, mais voilà, malgré tout, ça reste des décisions, ça reste des choix qu'il faut évidemment faire. On l'a dit à plusieurs reprises, mais via une participation des habitants, une participation citoyenne. On travaille quand même sur des échelles extrêmement locales. C'est les échelles de la vie quotidienne, le quartier, la ville. Donc voilà, on ne peut pas travailler sans eux, et donc les inclure est essentiel. Oui, le déclencheur, c'était la réalisation progressive. Moi, je l'ai dit, j'ai commencé par les modèles climatiques de grande échelle, tout ce qui se passe à l'échelle vraiment de l'atténuation globale du climat. Et ce qu'on a vu, c'est quand même une longue période où on a vu des échecs assez frappants. Le plus frappant, c'était Copenhague. C'était donc l'impression d'un discours qui ne permettait pas facilement d'aller vers des espaces de solutions avec une évidence. C'est-à-dire que ce qui empêchait de passer à l'espace des solutions, c'est l'absence de l'humain. Quand on dit passer à l'échelle des territoires, c'est passer à l'échelle des régions qui sont habitées, où il y a des humains, où il y a des problèmes qui sont sociaux, où il y a des problèmes qui sont politiques. Le président du conseil départemental de la Nièvre nous a demandé à ma collègue vice-présidente chargée de l'agriculture, notamment, et moi-même, de commencer un travail de réflexion sur l'adaptation des exploitations agricoles au changement climatique. Et puis, au mois de novembre 2018, on a commencé à faire le bilan quand même de cette sécheresse qui avait impacté finalement pas que les agriculteurs. Ça avait touché d'autres de nos compétences. Ça avait touché l'habitat, le logement, les bâtiments. Ça avait touché les routes. On a une compétence en matière de routes départementales, évidemment. Ça avait touché les forêts, ça avait touché les rivières, les cours d'eau. Voilà. Et donc on s'est dit, mais finalement, il n'y a pas que les agriculteurs et les éleveurs qui sont impactés. Il y a d'autres politiques. Donc ouvrons notre regard plus loin et voyons comment on peut faire plus. Et est-ce qu'il ne faudrait pas travailler sur toutes ces pistes et tous ces sujets à la fois? C'est un sujet qui est très intéressant, important. Un élément aussi de tout ça doit faire qu'on maintienne quand même la démocratie. Donc c'est important qu'on en parle de manière sereine et que ce soit discuté politiquement dans les bonnes enceintes. J'ai entendu plusieurs fois la question de comment on arrive à emmener le maximum de personnes. C'est exactement la même thématique qu'on a connue pour ceux qui étaient associatifs dans l'environnement il y a 20 ans. Comment on sortait du cercle des initiés. On est là aussi sur l'adaptation, alors que ça concerne tout le monde. Il faut éviter les effets de panique.
travailler sur ce sujet de transition juste. Donc là, c'est des éléments que nous aussi, on essaie de porter à travers une direction prospective. Comment on va amener dans cette transition sans laisser des pans entiers de la société sur le côté. Donc voilà pour la conclusion de ce colloque. Merci en tout cas, Bettina, de l'avoir mis à l'agenda dans cette belle maison qu'est l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un sujet important, encore pas assez souvent adressé, parce qu'on est quand même, il ne faut pas se voiler la face aussi, dans une difficulté par rapport au premier pilier de la lutte contre les changements climatiques et l'atténuation. On le voit, notre incapacité aussi bien à trouver des accords. Donc là, il y a une COP qui revêt une dimension d'importance à Glasgow, la COP 26. J'espère qu'on pourra aussi faire monter le sujet adaptation à sa juste échelle. Merci.